Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 829, un chapitre qui a été riche en informations sur l'empereur Charlotte Léline, que ce soit sa folie, sa maladie, ou même son fruit du démon. Il y a pas mal de choses à dire, je pense même que cette vidéo va être en très grande partie consacrée à l'empereur Charlotte Léline. Cependant, on a eu une autre méga information, c'est l'arrivée d'un personnage que beaucoup de personnes aiment bien, moi aussi, et on a été super surpris de le voir, la preuve. Ouh, pardon. Excusez-moi, c'est pas de ma faute, je vous jure, c'est pas de ma faute. Oui, le retour de Jinbei, je l'avais pas du tout vu venir et je dois dire que je suis super content, même si par rapport à la poneglyphe, ça pose quand même beaucoup de questions. Bref, on va voir tout ça en détail dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 829. On va commencer par parler de la folie de Big Mom car on a un nouveau visage qui nous est présenté. C'était plus ce visage auquel on s'attendait, qu'on pensait réellement qu'elle était, alors que pour moi c'est un visage qui est plutôt lié à une maladie, qui est lié à une sorte d'une deuxième personnalité, on peut carrément dire ça, parce que à la base, tel que nous avait été présenté, et ça nous avait énormément surpris, enfin moi personnellement ça m'avait surpris, il va falloir que j'arrête de faire une généralité de ma gueule, ça c'est un petit truc. Dans un chapitre précédent, on avait vu justement que le royaume de Totland avait été créé par Big Mom parce que elle voulait créer une sorte d'ensemble d'îles où toutes les personnes pouvaient vivre en harmonie, quelle que soit leur, leur religion, ça c'est par rapport à ce qui se passe en ce moment, mais quelle que soit leur race entre guillemets. Et là c'est un truc qu'on voit vraiment parce que dans tous les schémas de l'île, et même là par rapport aux personnes qui étaient avec l'équipe de Tamago, on avait vu qu'il y avait un petit Tontatas, chose que j'avais complètement zappé parce que j'avais pas vu la queue de la Tontatas. On voit qu'il y a un crocodile. Bref, on voit une sorte d'utopie, comme j'avais déjà dit, qui avait été mis en place, c'est-à-dire un monde idéal où tout le monde, quel qu'il soit, peut vivre. Il y a aussi le fait de pouvoir manger à sa faim avec les trucs qui sont comestibles et tout ça. Et savoir que c'est Big Mom qui avait mis ça en place. En plus on voit le soleil qui sourit, on voit les arbres qui sont contents, il y a tout le monde qui chante. Donc ça fait un petit peu Alice au pays des merveilles. Ça fait quelque chose de super sympa où on aurait presque envie de vivre. Alors que là maintenant, avec sa folie qui est liée à la maladie, on voit que c'est carrément autre chose. C'est une force brute, quelque chose qui détruit, quelque chose qui arrache. Là on voit les arbres qui font carrément la gueule. On voit qu'elle bouffe la moitié la moitié de la ville, même les gens qui sont là. Et enfin les gens on les voit pas bouffer, mais on voit quand même qu'elle en a plein, qu'elle est super forte. Elle a une puissance qui est totalement phénoménale quand on le voit contre justement son fils Gelato. Et bah ça c'est encore une fois c'est lié à une maladie, et là ça m'a fait penser justement à Kaido. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a plusieurs chapitres, en moment on voit Kaido qui est en train de boire de l'alcool et il représente les différents stéréotypes des personnes bourrées, c'est-à-dire qu'à un moment il est mélancolique, à un moment il est nerveux, je sais pas s'il est drôle à un moment, mais on voit que l'alcool a une incidence sur lui et que ça le fait avoir plusieurs personnalités. Et là, avec la bouffe, c'est exactement ce qu'on ressent au niveau de Big Mom. Et là, on va même pouvoir peut-être aller plus loin, c'est-à-dire que Ichiro Oda, à travers le fait qu'elle soit totalement incontrôlable et que ce soit une autre personne parce qu'elle a besoin d'un aliment précis, ici c'est un croquembouche, d'ailleurs la gueule du croquembouche, c'est un truc complètement monstrueux. Ça reprend un petit peu le stéréotype de la femme enceinte, c'est-à-dire que souvent les personnes imaginent que la femme enceinte va être irritable. De toute façon, une femme qui n'est pas irritable, est-ce que c'est réellement une femme? Très bonne question. Ceci est de l'humour, hein. Je précise, ceci est de l'humour. Donc, une femme enceinte, dans le stéréotype, c'est qu'à un moment, elle va avoir besoin d'un aliment, du chocolat, de la fraise ou quoi que ce soit. Elle va vouloir des fraises en plein hiver, et si tu trouves pas la fraise, eh ben, pendant plusieurs heures, tu vas devoir te la coltiner parce qu'elle a son envie de fraise. Et là, c'est exactement ce qui nous est représenté dessus. Et ça, c'est très bien parce que ça reprend un autre aspect de Big Mom. Déjà, Big Mom, maman, le fait qu'elle ait beaucoup de fils et beaucoup de filles. Et ça reprend vraiment le thème de la vie enceinte, et en plus son fruit du démon qui serait peut-être un fruit du démon lié à la vie. Je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez cohérent sur le personnage de Big Mom. Et la dernière chose, c'est que quand elle est dans cette folie, quand elle est dans cette sorte de maladie liée à un aliment, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a mangé son croquembouche et qu'elle redevient à peu près normale, on dit bien à peu près parce que après quand on voit le regard qu'elle jette à Jinbei à la fin, moi elle m'a autant fait flipper, hein, je peux pas dire le contraire. Elle pose la question à Jinbei, c'est-à-dire elle dit l'air est saturé de sucre, il y a tout qui est détruit, est-ce à cause de toi Jinbei? C'est-à-dire qu'elle se rappelle de rien, et elle ne se rappelle même pas qu'elle a tué son fils. D'ailleurs, il va être important de savoir, et j'espère qu'on va nous le faire voir, est-ce qu'elle va avoir des remords
sur le fait d'avoir tué son fils. Ça c'est très très bon parce qu'on va voir vraiment si elle utilise vraiment ses filles pour faire des mariages pour agrandir sa flotte, et est-ce que ses enfants, voilà c'est ça la question, c'est est-ce que ses enfants sont réellement des objets pour elle, ou s'il y a quand même une sorte de tendresse qui est présente. D'ailleurs en parlant des enfants, là il y a un truc qui est vraiment bien parce que on commence à avoir une certaine structure, une certaine hiérarchie au niveau de l'utilisation des enfants, c'est-à-dire que les filles sont là pour justement agrandir la flotte, pour pouvoir se marier avec d'autres pirates, parce qu'on va reprendre un truc, et ça c'est assez important. J'avais une grande discussion la dernière fois avec Nashira et aussi Grand TLM, c'est-à-dire que je trouve que dans le monde de One Piece on ne voit pas assez de femmes. Il n'y a pas assez de femmes pirates, il n'y a pas assez de femmes dans l'armée, etc. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment axé sur les mecs, même si au XVIIe siècle, comme on a dit, il n'y avait que des femmes, que des mecs qui étaient pirates, mais au XVIIe siècle, de toute façon, la condition de la femme était totalement haute. Et là, justement, de voir la femme qui va être utilisée pour agrandir la flotte, ça montre vraiment que les pirates ce sont des mecs, alors qu'ici on a un bon traitement d'une femme en tant que pirate par rapport à un visage d'un empereur, et je pense qu'il va y avoir une grande profondeur au niveau de Charlotte Liline, et ça je ne peux qu'applaudir qu'on ait enfin une femme, parce qu'on avait, certes on avait Boa Hancock avant, mais pareil c'était assez superficiel, son trait superficiel, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai fait ça, je sais pas, et je trouve que enfin on va pouvoir avoir une femme qui a des couilles. Qui a absolument rien à dire par rapport à tout ce que je suis en train de mettre en place depuis le début, mais là au moins avec Charlotte Liline, on va avoir une femme pirate qui va avoir une profondeur, et on ne peut qu'applaudir ce passage. Maintenant, ce que je voulais dire aussi, c'est que les fils de Big Mom, eux, ils ont plus un aspect administratif, c'est-à-dire que eux, ils vont contrôler le royaume de Toadland en s'occupant des différentes îles, et ça, c'est quand même assez bon. L'autre chose aussi qu'on voit, c'est que on a vu une autre fille qui était présente, parce qu'à un moment, elle appelle Gelato comme son frère aîné, et je trouve qu'il y avait une certaine similitude entre cette fille-là et une femme qui faisait partie de l'équipe page de Jack, qui était Jean Remy, si mes souvenirs sont bons. On va parler maintenant du fruit du démon de Big Mom. Pour moi, Big Mom a le fruit du démon de la vie, c'est-à-dire que comme on le voit par rapport à Gelato, elle lui a pris son espérance de vie. Ça fait énormément penser un petit peu à ce qu'il y avait dans Death Note, c'est-à-dire que dans Death Note, je schématise d'après mes souvenirs, c'est-à-dire qu'un Shinigami pouvait donner à la personne qui avait le Death Note un pouvoir. Si elle donnait la moitié de sa vie, elle pouvait avoir les yeux du démon qui permettaient de voir l'espérance de vie des autres personnes ainsi que de son nom. Là ici, on voit que Big Mom, elle a fait une sorte d'attaque et qu'elle a pris les 40 ans d'espérance de vie. De toute façon, elle le dit, donc on peut penser qu'elle voit l'espérance de vie des personnes. Maintenant, comment ce pouvoir a été utilisé? Ce pouvoir a été utilisé par rapport à un truc qui a été mis en place, c'est-à-dire un bonbon ou la vie. Voilà, qui reprend une phrase célèbre d'Halloween, c'est-à-dire un sort ou la vie. Elle avait les yeux complètement en vrac, donc ça veut dire qu'elle était que c'était sa seconde personnalité qui était en marche. Et Gelato allait bien, mais à un moment, quand il a vraiment vu le regard de Big Mom, il a commencé à flipper sa race, et cette peur a été remarquée par Big Mom, et Big Mom, on peut imaginer qu'elle a une sorte d'aura qui lui permet de prendre la vie. Et si toi, tu stresses devant elle, eh ben, tu peux donner l'occasion que ta vie parte vers Big Mom. C'est-à-dire que Big Mom, par son aura, a une telle puissance qu'elle peut absorber la vie des personnes. Et en plus, il y a quelqu'un qui est avec Gelato qui dit « Surtout, ne panique pas, sinon elle va t'absorber ta durée de vie. » Et lui, par contre, il panique, il se casse. Et quand il se casse, justement, Big Mom lui prend sa vie. Donc, il y a quand même quelque chose de lié à la peur. C'est-à-dire que si tu as peur de Big Mom, si tu te sens sous son influence, elle peut extraire ta vie. Et ça, c'est important parce que ça reprend en même temps un petit peu la notion de la mort. C'est-à-dire que si tu as peur dans certaines religions, si tu as peur de la mort aura plus d'emprise sur toi. Voilà. Par contre, le fait d'avoir mis cette peur en place est vraiment très très bon, car on peut imaginer que Luffy soit immunisé contre ça, parce que Luffy n'est pas assez intelligent pour avoir peur. Je sais pas si vous comprenez un petit peu la logique, c'est-à-dire que Luffy, il va toujours prendre tout comme un défi, il va y aller à fond, il va jamais avoir de doute, il va jamais avoir de stress. Le seul stress qu'il va y avoir, c'est par rapport à ses autres Nakama, comme quoi qu'il peut pas les défendre, mais c'est la seule chose qui peut vraiment le faire douter de lui. Mais s'il se retrouve en 1 contre 1 contre Big Mom, là, franchement, il n'y a pas trop de peur à avoir par rapport au pouvoir qui nous a été montré. Deuxièmement, on voit Big Mom avoir vraiment une force brute, mais une force de contact. Pareil, la force brute est aussi représentée quand elle est en haut d'une tour, puis qui a fait franchement penser à King Kong. Et là, quand on a vu le combat qu'il y a eu de Luffy en Gear 4
contre Doflamingo, et ben c'est beaucoup des trucs qui ont été à distance. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment très très bon. Et l'autre chose qui me fait énormément plaisir, c'est par rapport au traitement que va avoir Brook. Brook, par rapport à son fruit de la résurrection, peut-être qu'il va avoir un rôle à jouer ici par rapport au Paramecia de Big Mom. Et ça, c'est vraiment classe, car on a vu sur Dressrosa l'évolution de certains personnages, comme par exemple Usopp. Donc là, on peut parfaitement imaginer que l'arc avec Big Mom est pour but de faire progresser, de mettre en avant d'autres personnages de l'équipage, comme par exemple Brook. Et Brook, sérieusement, ça fait longtemps pour moi qu'il a été mis de côté, donc je serais super heureux si là, on peut plus le voir, plus que faire des yo ho 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 ho. Et si Big Mom a bien ce fruit Paramecia de la vie, elle peut enlever la vie, mais elle peut donc aussi donner la vie. Et on comprend maintenant pourquoi ce monde style Alice au Pays des Merveilles est comme ça. C'est-à-dire que toute chose inanimée est maintenant animée. Que ce soit le soleil, les arbres, la nourriture, les portes, le bateau comme on l'a vu. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais même le chapeau est doué d'une conscience. Regardez bien les yeux, comment ils sont. À un moment, il y a Gelato qui arrive par derrière et on voit le chapeau qui regarde. On voit même un peu le chapeau à un moment apeuré par rapport à la folie de Big Mom. Et ça, c'est vraiment classe, car ça permet vraiment, Ichiro Oda adore faire ça, c'est-à-dire mettre plein de petits détails à droite et à gauche. Et il y a aussi quelque chose qui est vraiment très très bon, c'est que imaginez justement qu'un jour Big Mom meurt, comment sera le monde, justement, le Totland. Est-ce que toutes les choses qui sont inanimées deviendront, enfin, qui sont animées, est-ce qu'elles perdront justement cette faculté d'être vivant? Est-ce que ça deviendrait totalement inerte? Là, ça donne vraiment une profondeur, encore une fois, sur tout ce qui est présent dans One Piece. Et la dernière chose par rapport à son fruit, on peut aussi imaginer qu'elle soit très vieille, que justement le fait d'absorber la vie permet d'allonger sa durée de vie à elle, et donc on peut imaginer qu'elle ait des enfants qui soient très vieux. Et là, ça me fait tout de suite penser à Miss Bakin, qui est la mère supposée, enfin qui est la mère du supposé fils de Barbe Blanche, parce que rappelez-vous, la coiffure, le chapeau, les lunettes, et même son nom Bakin qui a un lien avec la nourriture, tout ça nous fait penser qu'elle a sûrement un lien avec Big Mom. Et le dernier coup, en pensant justement au fait que Big Mom pourrait avoir un Paramecia, j'ai eu une sorte de déclic. On sait que Barbe Noire a un Logia. On sait que Shanks n'a rien du tout. Après, si Big Mom a un Paramecia et si Kaido a un Zoan, on est face à 4 empereurs qui, d'un point de vue statut fruit du démon, seraient totalement différents. Et ça, encore une fois, c'est un tout petit truc, mais je trouve que c'est absolument génial. Pour les petites minutes qui restent, on va parler de Jinbei. Jinbei est arrivé, il a sauvé la capitale. Big Mom est maintenant calmée. Elle a reçu la poneglyphe, chose qui m'a complètement surpris. Je pensais franchement que Jinbei allait garder la poneglyphe pour justement l'équipage des Mugiwara, parce qu'il est au courant justement que Robin est capable de lire les poneglyphes. Maintenant, rien n'empêche Jinbei par rapport à ça d'avoir fait une sorte de copie de la poneglyphe, c'est-à-dire sur un morceau de papier. Par contre, ce qu'on sait, c'est que cette poneglyphe n'est pas une road poneglyphe. Sinon, Big Mom aurait dit qu'elle ressemble à l'autre, vu qu'on sait que les road poneglyphes sont d'une couleur rouge. Ça, c'est quand même assez important. Maintenant, que raconte cette poneglyphe? On ne le sait pas. La dernière chose, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait que Jinbei est là pour parler à Big Mom et va sûrement vouloir lui dire qu'il quitte maintenant l'équipage avec son équipage, c'est-à-dire que Jinbei et ses hommes poissons, les pirates du soleil, je crois que c'est ça, vont maintenant rejoindre la flotte des Mugiwara. Et quand on voit la tête de Big Mom en disant « J'espère que tu n'as pas l'intention de me quitter », sûrement que elle doit sûrement avoir eu l'écho. Voilà, et on sait aussi qu'on avait vu à la fin d'un chapitre, un des mecs qui travaille avec Jinbei, voir que les Mugiwara sont là, donc Jinbei a dû accélérer le mouvement pour arriver et pouvoir protéger Luffy, car il connaît la débilité de Luffy, et il sait qu'il va se passer quelque chose de vraiment grave, ou alors Jinbei va faire une demande par rapport aux Mugiwara, on ne sait pas encore, mais le rôle de Jinbei est vraiment primordial, et encore une fois, ça fait super plaisir de le voir arriver à un tel moment. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère que vous l'aurez bien apprécié. Le débit au niveau des paroles était parfois peut-être un peu rapide, mais il y avait tellement comme choses à dire et je n'avais pas le temps de faire 2 vidéos, donc j'espère que vous m'excuserez. Maintenant, cette vidéo, hop, est terminée. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous. Laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.